The international system is facing accelerated transitions as competition between the great powers intensifies. Join this important dialogue with the Kingston Consortium on International Security. Okay, if everybody could take their seats, please. Go ahead and stay on schedule. So next we have Colonel Kyle Solomon, who serves as the Commandant of the Canadian Army Command and Staff College, and he's going to lead our second panel on the great powers in the High North. His full biography can be found online and on the CASIS website. Sur notre site. Bonjour tout le monde. Et je vais vous surprendre si je dis bonsoir, parce que nous avons des participants partout dans le monde et bien sûr qui sont aussi des membres. Donc c'est le deuxième panel avec le titre Les grandes puissances dans le Grand Nord. Donc en 90 minutes, on va commencer déjà par introduire nos panélistes qui auront chacun 15 minutes pour leur présentation et ensuite on va aller en ligne. On aura un panéliste qui nous rejoint depuis le Danemark. Donc petite introduction pour madame. Et ensuite on revient ici en live et on aura donc les introductions pour nos panélistes et on passe à la période des questions-réponses pour conclure. Voilà, donc on va commencer avec la réémergence de la compétition grande puissance et de quelle façon ça affecte les politiques régionales partout sur le globe et on va essayer de mettre en exergue les intérêts des grandes puissances dans le Grand Nord. J'ai eu une très bonne préparation de ce sujet par le panel précédent. Donc, les politiques des États-Unis, notamment de la République chinoise, de la Fédération russe et des puissances européennes, on va voir quels sont leurs intérêts. On va ensuite élargir un petit peu, on va se concentrer un petit peu plus sur les États-Unis et le Canada et leurs intérêts dans le Canada. Je vais essayer de relier le tout. On va commencer avec le contexte canadien et américain, donc états-unien, avec notre premier panéliste que je vais vous présenter. Et donc, ça sera les coopérations en matière de sécurité entre les États-Unis et le Canada et les outils de puissance d'influence. Dr. Catherine Friedman est un conseiller en politique nord-américaine au Ted Stevens Center pour les études de sécurité. Elle est aussi fellow au Wilson Institute au lien de l'Institut du Canada. Il y a Laurie Leffler à côté d'elle, bonjour, qui est conseiller spécial au doyen de l'Université de l'armée américaine. Et voilà, je vous demande d'applaudir nos premiers panélistes. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui, ça marche. OK, bon, bah, écoutez, bonjour à vous et merci Kyle pour votre introduction. Je voudrais également saisir l'opportunité pour remercier les organisateurs de nous avoir invités. Avant d'entrer dans le vif du sujet et vous présenter ce que nous avons pour vous aujourd'hui, je voudrais vous informer de ceci. Les points de vue sont personnels, ce ne sont pas les points de vue officiels du ministère de la Défense américain. L'université de la sécurité, l'US Northcom ou ni du centre Ted Stevens pour les études arctiques. Donc, il y a beaucoup de gens à qui il faudrait que je rende compte, sinon, mais simplement que vous sachiez tous que ce que nous allons dire aujourd'hui, ce sont bien nos points de vue personnels. Voilà, cela étant dit, on va pouvoir lancer la présentation, je pense. Voilà. Donc, comme le général de brigade Burkhardt et Dr. Wayne Burkhardt l'ont dit ce matin, et comme ça a d'ailleurs été souligné par le premier panel, nous avons véritablement actuellement devant nous des grandes transformations, des grands risques en matière géopolitique, militaire, économique et environnementale qui viennent avec une ère de une compétition stratégique dans l'Arctique. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil arctique a gelé la coopération entre la Russie et les autres membres de l'Arctique 7.
Vous connaissez peut-être Monsieur Hubert qui a dit que la Russie s'est aussi réengagée dans un comportement plutôt guerre froide, avec des actions dans les eaux internationales et dans l'espace aérien, dans l'ensemble des États arctiques, y compris dans le Grand Nord canadien. Donc, nous le savons et ces risques s'accompagnent des risques du réchauffement climatique. Ensuite, on a des États comme d'autres acteurs qui font pas partie de l'Arctique, comme la Chine, qui essayent d'exercer une influence, voire du contrôle et nous assistons à des impacts de changement climatique qui affectent directement la vie des populations autochtones dans l'Arctique. On en a déjà touché un mot ce matin. Ces impacts sont particulièrement importants. Ce sont de grands défis par rapport à la vie humaine, aux eaux et à l'alimentation. Pour Laurie et moi, nous avons concrètement regardé ces dynamiques. Nous avons cadré notre présentation de cette façon-ci. Qu'est-ce que cette dynamique signifie pour les intérêts en Amérique du Nord, notamment pour le Canada et les États-Unis? Alors, j'ai bien écouté la présenter ce matin et sincèrement, j'ai eu l'impression que la façon dont nous avons articulé notre présentation, ce serait vraiment pour corroborer ce qui a été dit ce matin. Euh, et donc, on a un peu coupé ça en 3 sous-régions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les pays, les intérêts nord-américains? Quels sont les outils dont disposent les États-Unis et le Canada pour ensemble s'occuper des défis de sécurité dans l'Arctique et comment la coopération et la collaboration entre le Canada et les États-Unis ou comment les États-Unis pourraient-ils renforcer cette coopération? Donc, notre thèse, si j'ose dire, c'est qu'une stratégie de smart power sous le parapluie d'une coopération de sécurité offre le potentiel pour une approche d'Amérique du Nord envers les défis actuels et futurs dans l'Arctique. Donc, je prends quelques instants pour définir ce que, d'après nous, signifie Smart Power et comment nous voyons la coopération dans ce domaine. Nous savons bien sûr qu'il y a un autre panel qui ne s'occupera que de la coopération en matière de sécurité lors de cette conférence. Donc, je voudrais que ce soit très clair pour que vous sachiez comment nous avons approché ce sujet. Alors, le Smart Power. Alors, nous avons ici des officiers en matière de sécurité et défense. Nous avons des avocats, des stratégistes. Tous ceux qui sont là, on s'intéresse tous en principe à quoi? À la puissance, la capacité d'avoir un impact sur les autres afin d'obtenir le résultat que nous recherchons. Alors, nous, on considère que la puissance est comme cela a été défini par Dr. Joseph Nye, qui a fait un travail de référence dans ce domaine du Smart Power. Alors, très brièvement, pour résumer, et regardez la puissance militaire et a dit que ça, c'est la puissance économique militaire, quelque chose de coercitif. Il a ensuite essayé de définir ce que c'est le soft power. Donc, ça vient de l'attractivité de la culture, des valeurs, des institutions d'un pays. C'est plutôt une puissance d'influence. Donc, pour lui, c'est la capacité de faire rejoindre, d'attirer, d'adopter. Et donc, d'après lui et d'après moi, le smart power, c'est un mélange des deux, du soft et du hard power. C'est la capacité d'un État de combiner les deux d'une façon qui renforce les deux aspects afin de soutenir les objectifs d'un État d'une façon efficace, mais aussi en réalité et mesurable. Alors, juste pour préciser, je crois que tout le monde sait ce que c'est le hard power, la puissance militaire. Pour nous, en revanche, la puissance d'influence, le soft power, c'est aussi une puissance hard. C'est juste un autre aspect. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi on pense cela. Si
vous regardez la nouvelle stratégie de 2021 sur la sécurité, ce document est bourré de terminologie soft power. Donc, il y a ce lien entre les deux. Et on va passer à la diapositive suivante. C'est donc vraiment la pierre angulaire de la stratégie de défense des États-Unis et c'est à considérer dans la politique étrangère des États-Unis comme un facteur d'une extrême importance. Donc la coopération entre les États-Unis et le Canada en matière de sécurité et selon l'Agence de coopération en défense et en sécurité, c'est créer la capacité de partenaires étrangers afin de les encourager et de leur rendre possible qu'ils participent à la maîtrise des défis qu'on partage avec les alliés non partenaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial dans la politique et la stratégie de défense des États-Unis. Bonjour de mon côté aussi, et bonsoir pour ceux qui suivent de loin. Donc, voilà. Voilà. Très brièvement, je voudrais revenir à ce qui a été dit par Catherine par rapport à la Smart Power et la coopération en matière de sécurité et de défense et l'agence qui s'occupe de cela, la DSCA. Je pense que c'est important de clarifier les choses avant de venir au cœur du sujet. Alors, elle a parlé de la capacité d'un État d'aider un autre pays à le mettre en capacité à traiter des défis ensemble. Nous pensons que ce devrait être le meilleur outil dans notre boîte à outils. C'est déjà important pour nos alliés, États-Unis, Canada. C'est important pour nos agences étatiques. C'est pas juste une question des ministères de la Défense, c'est les ministères des Affaires étrangères, c'est l'assistance économique, les universitaires. Et comme cela a été dit par Michel, ça concerne aussi nos populations indigènes. Donc, il faut avoir une relation avec les peuples dans le Grand Nord, et ça fait déjà partie d'une stratégie de sécurité et de défense. Alors, la coopération en matière de sécurité et de défense, ça renforce les relations entre nos deux pays, ça nous rend chacun plus puissant, plus fort, et ça nous permet de mieux envisager, mieux appréhender l'avenir. Alors, Catherine a parlé de hard power et soft power. Hard power, c'est plutôt la puissance militaire. On connaît tous NORAD, on sait ce que c'est, on sait ce que ces gens font. Ça existe depuis 1945 et très sincèrement, quelque chose que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de coopération militaire vers militaire grâce à NORAD. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train d'investir dans l'avenir. Les États-Unis, tout comme le Canada, ont investi énormément d'argent pour transformer, moderniser la capacité de NORAD pour le préparer pour l'avenir. On a des programmes de sciences et de technologie, on coopère. Donc, encore une fois, la coopération en matière de sécurité, pas juste le volet militaire, mais aussi les scientifiques qu'on met dans le réseau. Nos universités, pour nous aider à avancer, c'est important. Et NORAD, en tant que, d'après nous, c'est le seul commandement binational dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça dit réellement par rapport à notre volonté mutuelle de protéger nos territoires, mais aussi nos communautés? Et alors, il y a quelques aspects que j'aimerais bien rappeler par rapport au hard power. Et donc là, il y a le PJ, PJBD, dites-le 3 fois rapidement, c'est le bureau commun entre le Canada et les USA avec ministère d'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires publiques des deux pays. Ils ont une relation directe avec le sommet de la puissance, avec le président, avec le premier ministre, et grâce à cette organisation, on a le comité de coordination militaire entre les États-Unis et le Canada, le MNCC, j'ai bien compris. Alors,
sont subordonnés à la première organisation, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que vous combinez tout cela, tout ce qu'il y a à faire, et vous arrivez au Tri-Command. Vous regardez NORAD, US Northcom, vous avez le Joint Northern Command du Canada. Et ce que faisons-nous en matière c'est ce que nous faisons donc en matière de hard power. Alors, je pense que vous connaissez tous le programme de vente d'armement à l'étranger des États-Unis. C'est également soutenu par notre agence d'achat militaire. Donc, on rajoute à cela la formation militaire. On regarde notamment notre relation entre les États-Unis et le Canada, amélioration de l'équipement, les appareils, par exemple les avions. Et donc, ce qu'on peut en dégager, c'est que nous avons une vue directe dessus. Quand, par exemple, on parle de fourniture, d'armement, d'équipement à d'autres nations, à des partenaires, on regarde où ça va, qui est-ce qui le reçoit. Tout ça, ça fait partie de notre réseau de coopération en matière de sécurité et nos capacités dans ce domaine-là. Donc, on suit tout cela, on sait où ça va, on sait à quoi ça sert et on pense aussi savoir entre les mains de qui ça atterrit. C'est très, très important. Donc, hard power, puissance militaire, et vous regardez ensuite la puissance d'influence. Alors, moi, je dirais que je suis plus compétent en matière de soft power que dans le domaine de hard power, mais il y a différents aspects à cela aussi. Déjà, il y a l'éducation, la formation, l'instruction. Il y a deux organisations séparées au sein du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères, et ces deux organisations dépensent des milliards de dollars chaque année pour former nos nations partenaires, nos nations alliées, y compris le Canada. Et la première des deux est donc le ministère des Affaires étrangères. C'est le programme d'instruction militaire international, c'est de matière de sécurité internationale, c'est IMED. Là, c'est vraiment pour les pays en voie de développement. Donc, on finance la formation, on les invite aux États-Unis et ce genre de choses. C'est vrai, mais grâce à IMED et notre partenariat entre le Canada et les États-Unis, on est ensemble à table avec ces nations en voie de développement. On s'enrichit mutuellement. Voilà, c'est pas vous venez juste ici, vous êtes à l'école. Non, on a un échange véritable. Et ensuite, avec IMED, qui est financé par le ministère des Affaires étrangères et géré par le ministère de la Défense, il y a un autre programme qui s'appelle le Regional Defense Fellowship Program, RDFP. RDFP, vous le connaissez peut-être. Alors, RDFP, c'est financé et géré par le ministère de la Défense. Et encore une fois, si vous connaissez RDFP, vous dites, voilà, c'est aussi les États en voie de dépendance. C'est vrai, mais il y a là quand même plus de marge de manœuvre pour financer l'éducation et la formation pour nos partenaires canadiens et dans certains domaines, par exemple dans le domaine des forces spéciales. Grâce à nos mécanismes, nous avons formé des des special operators qui vont participer à des formations spécialisées pour les forces spéciales et on forme des sous-officiers à qui on permet de participer à nos formations dans nos écoles spécialisées. Donc là, il y a beaucoup d'argent qui entre dans ces domaines-là et qui permet de renforcer cette coopération. Encore une fois, on en a parlé. Nous estimons que ces relations conduisent à la création de réseaux et ça nous permet d'avoir une influence sur la politique et de faire prendre des décisions qui sont favorables aux États-Unis et au Canada quand nos partenaires rentrent dans leur pays. Ils savent qui nous sommes, ils ont des relations, ils nous connaissent, ils nous comprennent mieux et ça les aide
quand ils commencent à monter en grade, quand ils prennent des postes à responsabilité, et ça leur permet de se demander comment les États-Unis ou le Canada auraient agi dans la même situation pour avoir un effet recherché. Alors, j'étais à l'Université de la Défense. Si vous étiez à l'école de guerre, c'est une des écoles partenaires. Et donc, j'étais là en cours et j'ai été formé en même temps comme plus d'une centaine d'étudiants étrangers, des Canadiens, des pays en voie de développement, des Européens. Et je peux vous le dire, la coopération en matière de sécurité fonctionne très bien dans cet environnement. L'un de mes partenaires canadiens, euh, il y est toujours, est formateur à l'école de guerre canadienne et il forme des officiers américains et d'autres venus d'autres pays. Donc ça, c'est très bien. Nous avons des choses comparables ici, comme par exemple le Queen's College et le Army War College. Alors, qu'est-ce que ça nous sert à quoi concrètement? Quand je parle de tous ces civils comme moi, des civils du ministère de la Défense ou du personnel militaire qui participent ensemble à des formations, nous estimons vraiment que sur notre route, il y a un potentiel pour les États-Unis et le Canada à développer des réseaux mondiaux et entre les personnes et les institutions pour rapidement coopérer, identifier des risques, développer des stratégies au profit de notre coopération, des gens et notamment aussi de l'Arctique. Et ça nous a mis vers le centre régionaux. Nous, on est au Ted Stevens Arctic Center for Security Status. Les États-Unis disposent de 6 centres pour les études de sécurité qui fournissent l'occasion de se rencontrer avec des formations, des contacts bilatéraux et nous permettent aussi d'avoir un échange d'idées à des endroits qu'on peut considérer comme sûrs. Donc, ce sont des centres régionaux qui sont reliés à des commandements de combattants. Donc, il y a le Africa Center, le Asia Pacific Center, Americas, le Moyen-Orient et le sud des États-Unis, l'Europe et bien sûr le nôtre, qui a été créé par une loi d'autorisation. Nous avons été créés à Elmendor Air Base, pour ceux qui la connaissent, cette base aérienne au Canada. On est toujours en train de rendre ça un peu sympa, mais très sincèrement, on est vraiment juste de l'autre côté de la rue de la partie canadienne du NORAD et du commandement canadien pour le Grand Nord. Donc, on est vraiment très, très proche. Et c'est important. Pourquoi? Parce que on a créé ça tout près de l'Arctique en Alaska. Maintenant, on va regarder le TED Simpson. Quel est notre objectif? Quelle est notre organisation? Nous avons 3 piliers. Tout d'abord, un pilier formation avec des cours pour des gens en poste de responsabilité. Et nous coopérons avec le Canada et d'autres pays avec lesquels nous avons des partenariats sur la recherche, l'analyse. Il y a d'autres occasions comme ce que nous faisons ici aujourd'hui, ce qui nous permet vraiment de sortir, de parler avec d'autres gens et avec et nous travaillons avec nos communautés, avec nos populations locales pour les faire adhérer à la chose, pour essayer de comprendre aussi de leur part ce qu'il faut faire, ce que eux peuvent contribuer grâce à leur expertise et leur savoir-faire dans l'Arctique. Alors, au Ted Stevens Center, je pense que nous soutenons fortement la relation entre les Canada et les US. Autre chose que nous avons fait, nous avons annoncé que nous allions avoir un ambassadeur pour l'Arctique et je pense très fermement qu'il va coopérer très étroitement avec nous quand on va le mettre en place. Et la hard power, le soft power, notre coopération en matière de sécurité, c'est vraiment un multiplicateur de force. Ce sont 2 pays qui travaillent étroitement ensemble et on lutte contre le changement climatique. On lutte contre tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la sécurité de nos 2 pays. Et sur ce, je rends la parole à Catherine. Voilà. Alors, très, très brièvement, de ma part, nos conclusions
Dans notre article, c'est clairement, bon, le message clair, c'est le soft power, c'est important. Dans le cadre de la relation entre les États-Unis et le Canada, il y a beaucoup de potentiel pour développer des outils de soft power, de puissance d'influence, pas juste à travers les programmes qui existent là, que ma collègue a évoqué, mais aussi grâce au TED Steve Center, qui est donc, si vous voulez, un complément en soft power à la puissance militaire qui existe. Et donc, on a des programmes de recherche. L'un des objectifs du général de division George Key, qui est le conseiller supérieur au Ted Stevens Center, c'est de créer un secrétariat qui sera là au profit du commandement suprême. Donc, il y a beaucoup de potentiel, notamment par rapport à ce qui concerne l'Arctique et la relation entre les États-Unis et le Canada. Donc là, le ministère de la Défense a une stratégie de soft power. Ils comprennent très clairement quelle est l'utilité, l'importance des outils soft power, mais on va quand même les bousculer un petit peu plus parce qu'on estime qu'il faut faire plus. Les outils SMART, donc soft et hard, doivent être transformés pour devenir vraiment quelque chose, une stratégie bilatérale, arctique, vivante pour les deux. D'ailleurs, ça n'existe pas dans les livres. Nous pensons que ça devrait, et que nous estimons que les États-Unis et le Canada, les officiers canadiens et américains devraient vraiment s'y mettre à fond pour développer cela. Nous estimons que c'est absolument indispensable. Nous devons répondre à ces questions-là si nous voulons vraiment être à la hauteur des menaces et des risques qui émergent dans l'Arctique. Comment peut-on travailler de façon plus utile pour augmenter la coopération autour des intérêts partagés en matière de sécurité et de défense? Quels nous sont nos objectifs partagés? Et je pense que ça, c'est d'une importance vitale. Quels sont les éléments d'analyse qu'on partage concernant les comportements de la Chine et de la Russie? Je pense qu'il est important déjà de comprendre cela et il faut comprendre où sont nos biais cognitifs parce qu'il faut qu'on les écarte, il faut qu'on comprenne vraiment la réalité pour pouvoir élaborer une stratégie qui tienne la route pour l'Arctique. Voilà. Et donc, je pense que ça va bien au-delà de ce que nous avons actuellement. Comment peut-on mettre en place la puissance hard, mais aussi soft et smart pour servir nos intérêts communs? Et donc, bien sûr entendu, il y a les aspects du changement climatique que cela permet aussi de prendre en compte. Donc, il y a une question qui m'est venue ce matin. Comment le Canada et les États-Unis peuvent-ils faire en sorte ensemble que l'Arctique reste une zone de paix. Voilà, nous concluons sur cela et on rend la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, commençons par le numérique. Nous allons présenter notre prochaine conférencière. La Dr Sorensen est professeur associé. Alors, ses champs d'intérêt concernent la géopolitique, la stratégie politique avec un accent particulier sur la Chine, l'Est de l'Asie et l'Arctique. Aujourd'hui, elle va parler de l'approche stratégique de la Chine évoluante suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Elle est au Danemark aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Merci aux organisateurs également de m'avoir invité à faire une partie des discussions importantes aujourd'hui. Désolée de ne pas avoir pu être là en personne, mais je suis reconnaissante aux organisateurs de m'avoir permis de participer de façon virtuelle. Alors, je vais parler de l'approche stratégique de la Chine qui évolue dans le contexte de l'Arctique. D'abord, l'intérêt de la Chine dans la région et ce que la Chine a essayé de faire jusqu'à là pour faire la promotion de ses efforts
Et on va parler de la guerre en Ukraine et son incidence sur les relations entre la Chine et la Russie et sa position dans l'Arctique à l'avenir. Ces questions surviennent à un moment où, au fil des ans, c'est devenu de plus en plus difficile pour la Chine d'agir dans l'Arctique. Il y a des préoccupations grandissantes parce que la Chine devient de plus en plus active. Bon, il y a de la compétition entre les grandes puissances et ça joue un rôle dans l'Arctique. Alors, comme nous l'avons déjà dit, il y a un mélange complexe de dynamiques de sécurité et régionale qui rendent les choses plus difficiles pour la Chine et ses efforts dans l'Arctique. Jusqu'à maintenant, la Chine, en fait, a décidé de se retirer de façon tactique de la région. Elle a décidé d'attendre et de voir ce qui se passe. Il y a une relation entre la Chine et la Russie et cette relation continue à évoluer, mais on va y revenir. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que même si on voit cette approche d'attendre et de voir, c'est-à-dire un retrait tactique de la Chine, l'Arctique voit une présence et une influence chinoise. La Chine garde toujours l'Arctique comme une priorité. Et pourquoi? On va commencer par cet élément-là. Je vais faire avancer mes diapos. Alors, pourquoi l'Arctique est toujours une priorité stratégique de la Chine? J'aimerais souligner 3 raisons principales. Ces raisons sont interreliées et on va parler des 10 dernières années. D'abord, pour renforcer la capacité de recherche de l'Arctique pour la Chine. Donc, ils veulent mieux comprendre le climat qui change tout le temps dans l'Arctique. De cette façon, ils peuvent mieux se préparer. Et la Chine deviendrait donc un partenaire plus important pour les États arctiques. Et c'est ce genre de diplomatie qu'on voit souvent. D'autres États non arctiques visent à utiliser des activités de recherche scientifique pour rendre les activités de la Chine légitimes dans la région. Mais le champ d'intérêt de la Chine commence à prendre de l'expansion, surtout au cours des dernières années, parce que en Chine, il y a beaucoup de technologies innovantes et on continue ces activités parce que la compétition est grandissante. Au sein de la Chine, l'Arctique ou les régions polaires qui représentent l'Arctique, ensemble avec les fonds marins, sont vus comme étant de nouvelles frontières stratégiques. Et c'est un endroit rempli de défis. C'est très difficile d'être présent. Il y a toujours une pression grandissante de la part des chercheurs chinois. Ce sont des gens qui sont dans la région et ils veulent faire avancer leurs connaissances et améliorer leurs capacités technologiques. Alors, ils veulent mener des activités de recherche chinoises et Pékin y voit une grande valeur. Et c'est une façon de faire la promotion de l'innovation et de la technologie en Chine. Et c'est une priorité importante dans le développement national de la Chine pour leur restructuration et pour leur modèle économique. Alors, on met l'accent sur l'Arctique puisque c'est une façon d'augmenter l'innovation technologique de la Chine et ça donne un accès à la Chine, à l'Arctique. Mais ça fait partie de l'approche de développement de la Chine. Ils veulent développer de nouvelles technologies dans l'Arctique et c'est un moyen en soi. Depuis quelques années, on voit que la Chine mène de plus en plus d'expériences scientifiques sophistiquées.
Ils ont tenu une exposition scientifique, ça leur donne des connaissances et ça leur donne aussi l'occasion de chercher encore plus de connaissances et d'améliorer leurs capacités technologiques dans un climat très difficile. Et je crois que c'est un aspect très important parce que l'Arctique est vu comme un endroit où la Chine peut mettre à l'épreuve leur technologie et connaissances. Et il faut absolument comprendre ce point si on veut comprendre pourquoi il y a eu des reculs ou de plus en plus de préoccupations concernant les intentions chinoises. J'ai parlé du retrait tactique de la part de la Chine, de la zone arctique. Et malgré tout ça, la priorité de la Chine de s'établir comme étant une partie prenante légitime de l'Arctique est persistante à long terme parce qu'il y a un lien avec leur programme national. Et on continue à voir euh, une expansion des recherches et des activités chinoises dans la région dans leurs documents officiels. On a même entendu des rumeurs comme quoi la Chine allait lancer une nouvelle stratégie ou un nouveau document. On verra bien. C'est censé arriver au cercle arctique qui s'ouvre aujourd'hui en Islande et qui a lieu pendant quelques jours. Alors, on verra. Évidemment, ces connaissances et ces technologies sont développées dans l'Arctique et il y a des applications dans le civil et dans le monde militaire. Et ça fait partie de la priorité stratégique d'avoir une armée euh, chinoise qui est très compétente. Alors, la Chine veut prioriser l'Arctique et on l'a vu au fil des 2 dernières décennies. On veut que la Chine ait accès aux ressources dans l'Arctique qui sont vues comme étant importantes. Et de cette façon, la Chine peut se diversifier. Ça s'applique à plusieurs ressources de l'Arctique, du pétrole, du gaz, des minerais de terres rares. Et maintenant, ces choses sont de plus en plus accessibles. La Chine a déjà l'une des flottes de pêche les plus importantes du monde et veut évidemment assurer son accès à ces eaux de pêche. Ils veulent faire la promotion d'un accès favorable aux routes maritimes et c'est primordial si on veut y extraire des ressources. Et on considère qu'il y a des ressources alternatives plus intéressantes plutôt que le détroit de Malacca, entre autres. Et en général, on conclut que les routes maritimes de l'Arctique ne seront pas viables sur le plan commercial à l'avenir, mais la Chine en particulier détient Costco, qui a une perspective plutôt optimiste à cet égard. Et c'est surtout le passage transpolaire qui coupe directement le pôle Nord, la ligne bleue que vous voyez en bas à l'image. Ça semble attirer de plus en plus l'intérêt des Chinois. C'est non seulement la route, le tracé le plus court, mais du point de vue de la Chine, eh bien, contrairement aux autres passages, on traverse les eaux internationales et tous les pays ont le droit d'y passer et les navires chinois ne seraient pas obligés de respecter des règlements qui découlent des gouvernements arctiques. D'accord, maintenant, si on passe au comment, l'approche de la Chine, jusqu'à là, elle essaie d'établir sa position dans l'Arctique en établissant des relations fortes avec le plus grand nombre d'États arctiques et le plus grand nombre de parties prenantes arctiques que possible. Et graduellement, elle essaie d'augmenter sa participation à la gouvernance arctique. Et leur tactique principale a été d'offrir des choses comme des connaissances, des investissements à l'État arctique ou aux parties prenantes à différents niveaux, qui ensuite développent leurs propres intérêts tout en gardant la Chine comme partenaire.
Pékin a été et toujours est conscient du fait que la Chine est la seule grande puissance qui n'a pas un territoire dans l'Arctique et donc dépend des États arctiques et leur intérêt de faire partenariat avec la Chine. Donc, la Chine veut s'intégrer dans la région à plusieurs niveaux grâce aux ententes bilatérales, ou multilatérales, grâce aux projets de recherche ou d'infrastructure ou de ressources, c'est-à-dire l'extraction des ressources. Mais ça ne fonctionne pas. La Chine n'a pas connu beaucoup de succès jusqu'à maintenant. J'ai dit qu'en général, il y a de plus en plus de concurrence entre les États-Unis et la Chine. Les relations sont de plus en plus tendues entre la Chine et l'Union européenne. Et tout ça a une incidence sur l'Arctique aussi. Et surtout au cours des dernières années, ça a été difficile pour la Chine de renforcer ses relations et ça a posé problème pour sa stratégie. À part la Russie, on ne voit pas du succès pour la Chine parce que sa présence n'augmente pas dans la région. Donc, est-ce qu'on envisage un ajustement? Oui, on voit que quelque chose change quant à leur approche dans la région, même dans la façon dont la Chine cadre les choses et dans leur discours, ça change. Maintenant, on entend très peu de choses de la Chine par rapport à leur route de soie polaire, par exemple, entre autres. Alors, lors de la réunion en Islande, je ne crois pas qu'on entendra grand-chose de la part de la Chine quant à leur rôle, leur positionnement, mais on verra, mais c'est ce que je devine. Mais ce changement est très pragmatique parce que la Chine diminue ses ambitions dans l'Arctique tout en mettant l'accent sur leur politique de coopération et ils encouragent les autres à faire partenaire, à devenir partenaires avec eux pour partager des connaissances et on fait face à des défis énormes, surtout lorsqu'il s'agit de changement climatique dans la région. La Chine ne veut pas forcément faire des choses qui lancent des défis aux États arctiques. On l'a vu dans leurs expositions. Ils s'éloignent lorsqu'il s'agit d'eau internationale. Alors, encore une fois, c'est une façon de ne pas trop faire de bruit et de ne pas poser de problème pour les États arctiques. Mais sur ce, l'autre côté, l'autre aspect est que la Chine met l'accent sur leurs relations et leur collaboration avec la Russie dans l'Arctique. Alors, on revient à la question. Dans le titre de ma présentation, la Chine va-t-elle profiter d'une Russie affaiblie dans l'Arctique? Je crois qu'on voit certaines indications que oui. Non seulement le fait que la Chine obtiendra des prix plus intéressants sur le gaz et le pétrole, mais sur d'autres choses à long terme, les intérêts de la Chine à long terme. Par exemple, de faire la promotion de la présence et de l'influence de la Chine dans l'Arctique. Déjà avant l'invasion russe de l'Ukraine, on a vu certains signes qui indiquaient que l'équilibre changeait entre la Russie et la Chine. Et il y avait un incident sur l'Arctique. Le 4 février 2022, lorsque Poutine était à Pékin pour les Olympiques d'hiver, il y a eu un énoncé conjoint des deux pays et pour la première fois, on a mentionné l'Arctique. On a dit que les deux parties convient de continuer à intensifier leur coopération pratique dans le but de développer l'Arctique de façon durable. Donc, encore une fois, c'est la première fois qu'on fait mention de l'Arctique. Et cela indique une résistance affaiblie de la Russie. Traditionnellement, la Russie a fait preuve de prudence, elle hésitait de, de collaborer avec la Chine sur l'Arctique. Donc, ça nous indique déjà, selon moi, qu'on voit
une position affaiblie de la Russie en ce qui concerne sa négociation avec la Chine. Alors, qu'est-ce que ça va signifier concrètement? Est-ce que ça va inclure un élément militaire? Il est trop tôt pour le dire, mais selon moi, et j'aimerais bien entendre ce que vous pensez, ou on pourrait en discuter davantage, mais selon moi, un risque se présente et le risque touche l'Arctique. Ce développement qu'on constate est lié à la guerre qui continue de faire rage en Ukraine, l'isolement politique de la Russie. Alors, ça affaiblit la résistance de la Russie à l'égard de la Chine, c'est-à-dire son rôle grandissant dans l'Arctique. Et selon moi, ça va toucher la gouvernance arctique. On en a déjà parlé, on a parlé du Conseil de l'Arctique et le fait qu'il est suspendu, les activités sont suspendues actuellement. Et depuis le premier document de travail en 2018, on continue à chaque occasion, lorsqu'il y a une occasion d'ordre international qui concerne l'Arctique, où il y a de la place pour plus d'influence ou pour un plus grand rôle pour des États non arctiques, eh bien, la Chine saisit l'occasion. Alors, la position de négociation de la Chine est plus forte maintenant par rapport à la Russie. Mais leur stratégie actuelle ne fonctionne pas, mais ça laisse plus de marge de manœuvre à la Chine si elle veut euh, avoir une plus grande collaboration au sein du Conseil de l'Arctique, par exemple, où il pourrait y avoir d'autres ententes qui sont menées par les États de l'Arctique. Alors, c'est un risque que je constate. J'imagine, en fait, je suis certaine que la Russie n'en serait pas heureuse. La Russie insiste sur la gouvernance, insiste pour que la gouvernance arctique soit gérée euh, par des États arctiques, mais c'est tout à fait quelque chose qui vaut la peine d'être suivi. Bon, est-ce que la résistance de la Russie va diminuer face à la Chine qui cherche à avoir une plus grande présence dans l'Arctique russe? Eh bien, on verra en temps et lieu. La question à laquelle il est difficile de répondre. J'ai essayé de suivre le débat en Chine, mais la question est jusqu'à quel point cette stratégie pourrait fonctionner en Chine, c'est-à-dire une Russie affaiblie. On doit faire d'autres comparaisons également. Si on veut mettre plus d'accent sur la coopération entre la Chine et la Russie dans l'Arctique, de façon générale, eh bien, les répercussions pourraient être graves pour la Chine puisque sa relation avec les États-Unis et avec l'Union européenne est déjà tendue sur le plan économique. Dans les autres États arctiques, ils devraient être préoccupés par la possibilité de la Chine qui réussit, même s'il s'agit de l'acceptation passive. Il faut établir un mécanisme de gouvernance alternative. Si la Chine réussit à avoir une présence plus grande dans la région, et y compris des activités militaires dans l'Arctique russe, eh bien, le mécanisme serait déjà établi et ce serait difficile de l'écarter. Alors, c'est une stratégie qui est possible. On peut graduellement changer le statu quo et je crois qu'on devrait l'inclure dans les débats actuels, à savoir comment composer avec la Russie dans l'Arctique, parce qu'il s'agit des conséquences à long terme et on parle des risques pour la gouvernance arctique. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci.
Camilla, vous nous avez donné beaucoup de bonnes perspectives. J'aimerais présenter notre dernière conférencière, la Dr. Gaëlle Rivard-Piché. Elle est analyste stratégique à Recherche et développement pour la Défense Canada. Elle est intégrée actuellement au commandement des Forces d'opération spéciales du Canada. Elle mène des recherches sur un large éventail de sujets, notamment l'analyse des menaces, la planification de la défense et l'Arctique. Elle va nous parler aujourd'hui de la compétition des grandes puissances aujourd'hui et de quelle façon cela a fait évoluer les choses. Tout d'abord, merci aux organisateurs. Comme d'habitude, je sais que je ne suis pas la première à le dire, mais je sais jusqu'à quel point il faut travailler fort pour organiser ces événements. Donc, je lève mon chapeau. Je sais que c'était beaucoup de travail et jusqu'à maintenant, l'événement est couronné de succès. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la compétition entre les grandes puissances et on va parler de l'Arctique canadien. Bon, avant de commencer, ce que je vais dire ne représente pas mon employeur ou le gouvernement du Canada, mais c'est le résultat de 2 projets de recherche. J'ai participé aux 2 projets et en fait, on aura un livre, plusieurs livres, un avec le Navy War College aux États-Unis et avec Nancy ici dans la salle. Un deuxième livre sera publié. C'est intéressant parce que les 2 projets sont une réflexion de ma pensée depuis 2 ans. Alors, je suis venue étudier l'Arctique parce que, en tant que scientifique, avant, j'étais un expert sur la reconstruction post-conflit en Amérique latine, donc ça me rend une experte continentale. Alors, quand je suis arrivée ici, j'avais une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, mais très peu de connaissances. Ce qui est intéressant avec cette initiative qui s'appelait NACI, en 2008, on voulait proposer de nouvelles façons innovatrices de favoriser la collaboration et la paix dans l'Arctique, avec un accent particulier sur l'environnement maritime et la sécurité maritime. Et grâce à ce processus, nous avons passé 2 ans à consulter d'autres parties prenantes et pays de l'Arctique et on a pu discuter avec des universitaires russes et on a exploré les directives américaines concernant la diplomatie avec la Russie. Et cela nous a permis d'élaborer une trentaine de politiques concernant des mesures qui favorisent la confiance, la promotion de la paix dans l'Arctique, entre autres. Mais quand je regarde ce qui se passe dans l'Arctique actuellement, et lorsqu'on suit la guerre en Ukraine, c'est intéressant et c'est préoccupant parce que ce qu'on constate, en fait, c'est que les préoccupations les plus importantes soulevées on a ici se concrétisent maintenant, se matérialisent. On a cerné la Chine comme étant un défi énorme et maintenant, évidemment, on en tient compte lorsqu'on parle de tous ces sujets, y compris la compétition dans l'Arctique. On l'a entendu ce matin, il y a eu la guerre en Ukraine, ensuite la suspension des activités du Conseil de l'Arctique et en fait la structure de l'Arctique 7+1, sa structure a été modifiée et les spécialistes craignaient un tel scénario lors des consultations. Et l'une des raisons principales est le fait que l'Arctique 7+1 aurait l'effet de pousser la Russie vers la Chine et Camilla vient de nous en parler. Et de plus, la structure Arctique 7+1, en même temps que la guerre en Ukraine, a augmenté le rôle de l'OTAN dans la région. Et tel que soulevé ce matin, même si le Canada a été prudent quant au rôle de l'OTAN, et évidemment, c'était confirmé par la visite du secrétaire général de l'OTAN récemment, mais ça, c'était un changement de 2017 parce qu'il y avait une ouverture à l'époque dans la politique du Canada.
Et maintenant, nous avons une structure arctique 7+1. En fait, nous avons 7 pays de l'OTAN contre la Russie. Et alors, quand on parle de cette structure de 7+1, on réalise que ce sera probablement impossible à l'avenir. C'est quelque chose que les États-Unis ont déjà soulevé. Leur stratégie arctique a été publiée la semaine dernière. Et pour l'avenir approché, leur approche est presque impossible. Pour l'instant, ce n'est pas une option. Donc, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on parle de la compétition des grandes puissances dans l'Arctique et quelles sont les répercussions au Canada? J'utilise cette image parce que dans les cercles militaires, lorsqu'on parle de la compétition des grandes puissances, on a tendance à mettre l'accent sur la guerre, le conflit et des capacités assez importantes comme l'utilisation des sous-marins. Mais dans mon deuxième projet avec Nancy, ce que nous avons réalisé, lorsqu'on parle des menaces dans l'Arctique canadien, ces menaces ne sont pas traditionnelles ni stratégiques. Très souvent, c'est non militaire comme stratégie. Alors, qu'est-ce que ça signifie au juste et pourquoi on lit le paysage actuel de cette façon? Camilla vous a donné un bon survol, un excellent survol de la position et des activités de la Chine dans l'Arctique. Elle vous a expliqué qu'elle cherche un rôle plus grand dans la région. Lorsqu'on se penche sur leurs activités au fil des ans, on voit que la Chine essaie d'augmenter son influence dans la région. Il est important de reconnaître qu'une stratégie arctique de 2018 ne présente pas de grandes préoccupations. Par contre, quand on commence à lire entre les lignes et interpréter les choses et on voit qu'il y a des différences dans le discours de la Chine, eh bien, on doit se tourner vers Anne-Marie Brady qui a écrit sur le sujet. Il y a aussi un excellent rapport par le Brooklyn Institute qui aborde ces différences voilà, ces différences dans le discours de la Chine. Quand on s'adresse à un public étranger, on fait très attention et on évite des sujets qui pourraient être controversés. Ça, c'est la Chine vers l'extérieur. Mais quand on regarde ce que la Chine dit à l'intérieur de son propre pays, la Chine communique ses intérêts beaucoup plus clairement et de façon plus agressive et en termes beaucoup plus concrets, surtout lorsqu'elle parle du potentiel des ressources et le point de vue stratégique. Ensuite, il y a cette question d'utilisation duelle pour les activités dans la région. Quand on analyse les activités de l'Arctique, l'infrastructure et les capacités arctiques sont logiques du point de vue environnemental, surtout lorsqu'on tient compte des défis liés au développement de l'infrastructure dans le Grand Nord. Et on veut limiter son empreinte pour protéger l'environnement. Mais dans le cas de la Chine, ce qui nous préoccupe, c'est cette notion de jumelé militaire et civil et leur manque de transparence en général lorsqu'il s'agit de leurs activités dans la région. Puisqu'ils jumellent les activités civiles et militaires, la Chine utilise la recherche et le développement pour faire avancer leurs capacités militaires et leurs technologies militaires. Et donc, on peut s'interroger, on peut vraiment essayer de voir ce que signifient ces expéditions scientifiques et quelles sont les implications militaires. Et puis, ce n'est pas tout. Nous avons également vu dans d'autres régions où la Chine n'arrive pas à faire avancer ses pions d'un point de vue diplomatique et n'arrive pas à avoir une présence positive, alors ils utilisent d'autres moyens. Et nous avons vu le Canada être la cible de ces tentatives. Et il y a de véritables raisons de s'inquiéter lorsque l'on voit ce qui se passe. Parce que l'on voit très clairement la Chine essayer d'accroître sa zone d'influence. Et puis, il y a tout le débat sur la Russie, sur la militarisation de l'Arctique au cours des 15 dernières années et ce que cela signifie. À l'époque, on débattait déjà des intentions russes
Aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'elles sont essentiellement défensives, ces intentions, c'est dans le Grand Nord, mais maintenant avec la situation en Ukraine, il y a de nombreux points d'interrogation qui s'affichent et on est face à un dilemme d'un point de vue sécuritaire. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'alors que la Russie et la Chine insistent vraiment sur la région depuis 10 ans, le Nord, enfin l'Amérique du Nord, a mis un bémol. Et je crois qu'il y a une raison à cela, surtout lorsqu'il s'agit du Canada. Jusqu'à très récemment, lorsque l'on pensait à l'article canadien ou à l'article nord-américain, on disait que c'était une zone non accessible ou stratégiquement moins importante. Mais avec le changement climatique, les progrès technologiques, eh bien, le fait est que l'accès à la région est désormais possible. Et je ne suis pas sûre que nous soyons prêts à faire face à cela compte tenu de l'éventail de menaces que cela signifie. Je crois que l'on ne peut pas simplement considérer l'Arctique comme une zone de passage, si vous voulez. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est la perspective du Canada. Alors, on a commencé autour de l'année 2020 à réfléchir aux voies possibles. Il y a eu plusieurs conférences. On a parlé du vecteur russe par le biais du Grand Nord canadien. Et on voit que le langage change et que les officiels gouvernementaux, les représentants, y compris Jody Commons, qui est conseillère au gouvernement, disait en 2021 que la Chine avait un appétit vorace et ne s'arrêterait devant rien. Et elle faisait référence à cette course aux ressources, cette avidité de ressources, si vous voulez. Et il y a quelques semaines, face au comité permanent de défense, au CDS, eh bien, Wayne Eyre a dit que la Chine et la Russie ne sont pas simplement dans une attitude de survie, mais d'expansion, et que c'est une menace pour les démocraties et notre crédibilité, la crédibilité de nos institutions. Donc, lorsque l'on pense aux menaces contre le Canada par le biais de l'article, il faut comprendre une chose, c'est que la concurrence, la compétition des grandes puissances par le biais du Grand Nord est une réalité de plus en plus palpable pour le Canada. Et nous sommes un pays qui a des ressources limitées. Et nous sommes face à un grand nombre de défis. Donc, il faut d'abord mettre l'accent sur les intérêts stratégiques canadiens et comprendre dans quelle mesure ils sont en conflit avec ceux d'autres intérêts, d'autres pays. Donc, il ne s'agit pas simplement de penser à la Chine et à la Russie comme adversaires, mais de problématiser leurs relations pour comprendre réellement où le bât blesse en termes de concurrence et de ressources. Et lorsque l'on parle d'articles, il faut aller au-delà de cette notion de guerre, paix, cette dichotomie, si vous voulez. Il faut aller au-delà de cette dichotomie. Il faut comprendre que c'est un continuum de compétition. La compétition s'accentue, donc la guerre est possible, c'est vrai, mais ce que nous voyons en Arctique, c'est une intensification de la compétition. Et donc, ce n'est pas forcément la voie vers la guerre, c'est simplement la façon dont nous sommes en concurrence pour faire avancer nos intérêts. Et donc, sur cette base, lorsque l'on réfléchit aux grandes conséquences pour le Grand Nord canadien, l'Arctique canadien, je dirais qu'il s'agit d'une escalade horizontale plus que verticale, si vous voulez. On voit en réalité l'accent mis sur les vulnérabilités de l'Arctique depuis ce matin. On parle de l'intérêt des intérêts de l'Arctique, on parle des intérêts nord-américains, on parle des intérêts des adversaires. Mais on reconnaît également que pour le Canada, l'Arctique est sans aucun doute la zone où nous sommes les plus vulnérables en raison du manque d'investissement, des contentieux entre les populations du Nord et du Sud, le racisme systémique, etc. Et tous ces facteurs peuvent être exploités par les forces étrangères
Et donc, nous devons renforcer nos capacités militaires, mais pas seulement, parce que nous avons là un talon d'Achille. Les adversaires peuvent nous porter atteinte et porter atteinte à nos intérêts stratégiques, y compris démocratiques et de cohésion sociale. Et cela signifie également que toutes les menaces ne sont pas militaires en soi, parce que pour attaquer ces vulnérabilités, il n'est pas nécessaire de recourir à la force militaire. C'est pourquoi nous devons avoir des solutions pour faire face à ces menaces qui vont bien au-delà de la question militaire. Il faut que nous ouvrions le débat, avoir un débat vraiment général pour faire avancer notre cause dans l'Arctique canadien. Il faut que ce soit une discussion transversale au gouvernement, entre les différents types de gouvernements, donc étatiques et fédéraux, et puis avec la société civile. Et je m'arrêterai là parce que je pense qu'il y a des questions, mais naturellement, je pourrais avec grand plaisir rentrer dans le détail de certains éléments évoqués. Merci beaucoup, Gaël. Alors moi, j'ai énormément de questions, mais je ne vais pas abuser de mes prérogatives d'animateur. Je vais donner la parole à la salle et tout de suite en commençant par la droite. Noordwegen, je viens de l'Académie militaire norvégienne. Je suis chercheur et j'ai une question à poser à la dernière conférencière, Gaël Pichet. Je crois que ce que vous avez évoqué est très parlant pour la Norvège. Nous essayons d'être beaucoup plus stricts dans notre interprétation de la réglementation des traités et pas seulement. Mais lorsque vous avez évoqué la Chine, lorsque vous avez évoqué cette zone grise, ça m'a interpellée. Quelles seraient les recommandations que vous feriez au gouvernement pour réglementer des menaces potentielles, des activités potentielles qui ne seraient pas dans l'intérêt des États occidentaux? Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour parvenir à cette réglementation? Réponse. Écoutez, je vais parler dans un contexte canadien exclusivement. Comprenez que ces menaces, ces dangers sur la sécurité et la défense nationale doivent être distingués. Parce qu'il y a des menaces qui sont d'ordre militaire, mais d'autres non. Il y a des menaces sur la science, la technologie, les activités économiques. Donc, il n'y a pas une réponse évidente. Et donc, si nous devons réagir, je pense qu'il est trop tard. Ce qu'il faut, c'est renforcer notre résilience, mais renforcer également notre sensibilisation, notre connaissance des choses et donc partager des informations et essayer de trouver des solutions innovantes où les différents intervenants pourront travailler ensemble. Alors, je ne sais pas comment cela s'applique à votre réalité norvégienne, mais ce que je peux vous dire également, c'est qu'il est nécessaire de coopérer au niveau du contexte arctique, alors entre la Norvège, le Canada et les autres États de la région. Il faut qu'ensemble, nous puissions réfléchir à ces menaces émergentes, à ces défis qui se posent à nous et comment nous pouvons réagir ensemble. Donc, il s'agit de détecter, prévenir et réagir éventuellement. Je vous remercie. Ici, une question, une autre. Madeleine Reid. Je suis ravie que vous ayez évoqué cette question de la sécurité qui va au-delà de la question de la défense. Lorsque l'on voit, par exemple, les opérateurs de communication avant la guerre Ukraine-Russie, quand ces opérateurs prennent des décisions, on voit bien à quel point le gouvernement fédéral est pied et poing lié. C'est au gouvernement d'informer la société, d'informer les entreprises, d'informer les communautés sur les menaces possibles. Et donc, moi, j'aimerais savoir ce que nous pouvons faire pour résoudre le problème des communications au Canada. Les entreprises nous disent bien sûr, il faut la coopération, mais très souvent, on nous dit, on va recourir à des partenaires, ça nous reviendra moins cher. Mais je pense qu'il est très important que le gouvernement n'investisse pas uniquement dans les relations avec d'autres opérateurs.
on ne peut pas subventionner les entreprises chinoises. Donc, je crois que le gouvernement canadien et les entreprises canadiennes manquent d'informations et qu'il est très important de faire l'éducation de ces entreprises pour qu'elles comprennent quelles sont les menaces stratégiques. Et puis, n'oublions pas les communautés autochtones. Nous avions cette question de Shandong et nos dirigeants nous disent, écoutez, on se fiche des problèmes des droits de l'homme qui se posent en Chine. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils respectent les nôtres. Ça, c'est le discours que l'on entend dans le Nord. Le problème, c'est que le gouvernement fédéral ne se fait pas entendre, ou en tout cas pas suffisamment. Ils ne se font pas entendre dans le secteur privé, auprès des communautés autochtones et des responsables des communautés autochtones, ce qui nous rend incroyablement vulnérables dans ces régions. Or, comme vous l'avez très, très bien dit, c'est là que le bât blesse, c'est là que nous sommes vulnérables. Alors, que faire pour que les gouvernements, notre gouvernement, reconnaisse qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises et que ce gouvernement doit assumer un rôle de leadership positif? Il est très important que des erreurs ne soient pas commises au nom du gouvernement, mais pour la sécurité nationale. Réponse. Écoutez, ce que je peux vous dire au niveau fédéral, c'est qu'il y a un manque de partage d'informations. Et lorsque je parlais tout à l'heure de sensibilisation, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire partager les informations, partager les renseignements. La sécurité nationale doit communiquer avec l'économie, avec l'investissement étranger, avec le développement économique. Et tout cela doit être communiqué également à tous les niveaux du gouvernement jusqu'à la société. Et je rebondis sur ce que disait ce matin un des conférenciers. Si nous voulons que l'industrie aille de pair avec la politique stratégique, il faut qu'il y ait un élément de politique nationale, qu'on ne mette pas simplement l'accent sur les menaces militaires, mais que l'on insiste vraiment sur la stratégie militaire, la stratégie économique, que l'on comprenne qu'il y a des menaces économiques. Tout cela exige un peu de nuance, un peu de subtilité, pour éviter précisément le scénario que vous avez décrit. Il y a quelques années, rappelez-vous, le site web de Wawa Canada, eh bien, on ne parlait que des communautés du Nord, des communautés autochtones. On utilisait les symboles culturels sur le site. On parlait toujours du droit de tous les Canadiens à avoir accès à Internet, etc. Eh bien, ça, c'est réellement la porte ouverte pour que des entreprises étrangères pointent nos vulnérabilités et en tirent parti. Donc, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons absolument sortir de cette dichotomie guerre-paix. Il faut une autre approche pour avoir des solutions plus productives aux problèmes. Merci beaucoup. Je vais demander à Catherine de répondre à cette question selon une perspective états-unienne. Je crois vraiment que vous avez mis le doigt dessus, hein? Et votre présentation était excellente. Écoutez, moi, ce que je vois naturellement, c'est ce que l'on voit de l'autre côté de la frontière, hein. Le Canada et les États-Unis se tournent vers l'Arctique. Il y a des petits bouts de stratégie ici et là, mais il n'y a pas de grande stratégie. Et je le comprends, hein, ça, je l'ai compris. Pour les États-Unis, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, mais il y a des incendies ici, des guerres là, différents champs d'intervention. Bien. Et il est vrai que d'autres pays sont peut-être beaucoup mieux placés pour exploiter les vulnérabilités canadiennes et des États-Unis. Et je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il faut avoir des attitudes proactives. Vous avez dit progressive, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas proactive. C'est-à-dire que l'on mette en place une politique stratégique de façon proactive pour faire face non seulement aux vulnérabilités canadiennes, mais également à celles des États-Unis. Et identifier ces vulnérabilités
et voir dans quelle mesure il y a des intérêts complémentaires. Et à ce moment-là, nous pourrons peut-être faire face à ces risques ensemble. Parce que je dirais également que, écoutez, il est clair, face au panorama, qu'aucun pays arctique ne peut agir seul, à part la Russie, hein. Mais pour le reste, nous n'allons pas pouvoir gérer ces risques et ces défis seuls. Enfin bon, ça c'est mon opinion personnelle, vous l'aurez compris. Et je vais ajouter mon grain de sel. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit concernant les risques et les préoccupations qui ne doivent pas se limiter au monde militaire. Effectivement, le département de la Défense aux États-Unis a eu des instructions pour ouvrir un centre opérationnel. Et ce que l'on entend dire, c'est que ceux d'entre nous qui parlent avec ces gens qui développent ce risque doivent évoquer le risque économique, le risque de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que l'on va bien au-delà de la question militaire. Et pour le ministère de la Défense américaine, eh bien, ce centre, s'il est réellement créé, devra travailler étroitement avec d'autres centres qui se penchent sur toutes ces questions, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays partenaires. Alors, que dirais-je? Nous n'y sommes pas encore, c'est clair, mais il est clair aussi que nous sommes tournés vers la bonne direction et que nous essayons de voir quelle est l'étape suivante. Alors, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question, Camilla? Oui, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut faire attention. On ne peut pas créer des parallèles entre ce que la Chine fait en Afrique ou ailleurs et ce qu'elle pourrait faire en Arctique. L'Arctique en soi est une zone plus résiliente. Il y a beaucoup plus de réglementation des activités. Il y a des accords entre les États de la région sur les frontières et autres. Donc, je crois que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas sous-estimer notre propre capacité à faire face aux intentions chinoises. Il y a un autre point qui me semble important que j'ai évoqué dans ma présentation aussi, c'est que l'Arctique est peut-être une priorité chinoise, mais ce n'est pas la priorité chinoise. Comprenez-le bien. Hein, pour l'instant, la priorité chinoise se situe en Asie. Donc, les défis en Arctique sont autres. Alors, j'ai parlé de la retraite tactique, d'un autre profil, etc. Mais tout cela vient d'une politique de voisinage chinoise tout à fait différente de la nôtre. Alors, cela ne signifie pas que nous ne devions pas maintenir notre vigilance, bien sûr que non, et je suis tout à fait d'accord avec le commentaire qui a été fait concernant la priorisation des objectifs entre les États de l'Arctique, concernant également le partage d'informations, le partage de renseignements entre les différents niveaux administratifs. Et si je mets ma casquette du Royaume du Danemark, je dirais que c'est effectivement pour nous aussi un vrai défi. Surtout que nous avons un royaume un petit peu éparpillé. Nous avons le Danemark, les îles Faroé, le Groenland. Donc, pour nous aussi, c'est un défi considérable. Et comme vous l'avez dit, il y a des questions qui sont sécuritaires, d'autres non. Il y a des politiques générales, il y a la question de la recherche, la question de la communication, des infrastructures. Et il y a un processus de décision qui incombe à chaque État membre. Et nous, par exemple, nous avons un certain degré d'autonomie qui font que les îles Faroé peuvent prendre certaines décisions, le Groenland, etc. Et il faut faire une mayonnaise de tout cela. Il faut que ça prenne, il faut qu'il y ait une certaine coordination. Donc, il faut comprendre qu'il y a également des tensions internes au Danemark. Mais je suis tout à fait avec vous lorsque vous dites qu'il y a des défis et qu'il faut absolument partager l'information, partager les renseignements. Et je crois qu'il y a là un vrai potentiel entre le Canada
et le Royaume du Danemark. Non, ça a été dit, mais je réitère cette idée. Merci beaucoup. Je retourne à la salle pour savoir s'il y a des questions. Bonjour. Colonel Rowell. Je suis au centre médical militaire. J'aimerais rebondir sur certains points qui ont été évoqués et qui ont été repris ensuite par Catherine et Laurie. Il y a effectivement un souhait de coopération bilatérale de la part des États-Unis et cela semble renforcer les remarques du premier panel sur les sous-régions américaines et canadiennes de l'Arctique. Et j'aimerais savoir à quel niveau et dans quelle enceinte toutes ces questions sont-elles abordées et quelle est la position du Canada à cet égard? Alors, l'idée, voire même le besoin d'une stratégie bilatérale est clair dans notre document. Cela découle de la recherche que nous avons menée. Et cela a également été avancé par d'autres chercheurs, d'autres universitaires. En 2020, un de nos collègues avait évoqué cette nécessité d'une stratégie bilatérale. Donc voilà où nous en sommes. Comprenez, je ne peux rien dire de ce qui se fait ou de ce qui se dit dans les autres instances. Il y a, comment dire, un élan. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, en tout cas, parmi les experts, parmi les universitaires. On se rend compte qu'effectivement, il y a peut-être là quelque chose d'important sur lequel nous devrions nous pencher, États-Unis et Canada. Voilà, absolument. Et un des commentaires que nous faisons dans notre rapport, c'est qu'effectivement, nos intérêts ne sont pas naturellement alignés dans tous les domaines. Mais comme cela a été démontré, la défense spatiale, le commerce, si vous voulez, tous ces espaces, là, clairement, nous sommes des alliés et des alliés naturels. Et donc, ça ferait sens de travailler ensemble. Et on pourrait le faire, bien sûr, et on devrait le faire. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Laurie? Non, je crois qu'on met le doigt là où ça fait mal. Et moi, je vais utiliser mes prérogatives et poser une question à toutes nos conférencières. Je voudrais revenir sur un élément qui a été évoqué, l'intégration, la coopération. On a parlé du conflit ukrainien et de la Russie, mais nous avons tous évoqué également ou tous entendu parler de la compétition et de cet échiquier, parce que tout cela se joue sur un échiquier. J'aimerais savoir dans quelle mesure il peut y avoir un dialogue. Dans cette compétition Est-Ouest, pouvons-nous avoir ce dialogue et est-ce que l'OTAN est l'enceinte appropriée? Et si vous pouvez nous dire si c'est le cas, alors dites-nous comment, et si ce n'est pas le cas, alors dites-nous qui, où. Réponse. Alors, je ne pense pas que l'OTAN soit l'enceinte adéquate. Si l'on veut réellement reparler avec la Russie sur les questions de l'Arctique, il faut que ce soit dans un autre cadre où l'on évoque les intérêts régionaux. Et lorsque l'on parle de menaces, il faut voir les menaces conflictuelles. Lorsque l'on parle de coopération, il faut mettre l'accent sur les intérêts communs et donc sur la confiance. Pour revenir sur le livre évoqué tout à l'heure, en 2014, avec les problèmes en Ukraine, le seul forum où il y a eu une coopération au niveau arctique, c'était le forum des gardes côtiers, en raison des besoins de sécurité et de défense en mer dans cette zone. Donc, il faut comprendre quels sont les domaines où les États de l'Arctique ne peuvent pas agir et voir, en revanche, là où il y a des intérêts communs.
La Russie, c'est 40% de la région. Donc, si on veut parler vraiment de cette zone circumpolaire, il faut quand même parler de tout le monde. Et puis, d'un point de vue canadien, il y a peut-être un thème sur lequel nous pouvons discuter avec la Russie, et ce thème, c'est l'Arctique, parce que nous sommes le deuxième pays le plus important dans cette zone avec la Russie. Donc, je pense que nous pouvons peut-être être le modérateur de cette discussion, parce que notre démographie, notre géographie sont semblables. Merci. À vous, Camilla. Oui, écoutez, je rebondis là-dessus parce que nous avons récemment eu accès à un rapport qui a été envoyé à l'ambassadeur sur les questions sécuritaires pour le Danemark. Et c'est très intéressant d'entendre tout cela parce qu'effectivement, dans ce rapport, il est dit que l'Arctique sera peut-être le moyen de renouer avec la Russie. Donc, on y réfléchit. On essaie vraiment de voir comment nous pouvons lancer des passerelles. L'Arctique pourrait être la voie pour renouer avec la Russie. Et là, je fais un parallèle avec la Chine. Toute cette question exige vraiment que l'on fasse la place à d'autres mécanismes. Et je crois qu'il faut vraiment que nous ayons cela à l'esprit, que l'on tienne compte de cela dans notre réflexion. L'OTAN et l'Arctique. Oula. Alors là, j'aimerais revenir sur la notion des sous-régions de l'Arctique. En Europe, il y a l'IUGAP. Donc là, il y a peut-être un rôle à jouer pour l'OTAN. Mais plus on s'éloigne et on se rend dans le nord, et plus il faut envisager d'autres solutions, surtout pour nous, par exemple au Groenland, avec les bases aériennes, avec toutes ces questions. En tout cas, nous, les Danois, nous sommes très réticents à l'installation de bases de l'OTAN dans cette région. Et je ne pense pas que la dimension OTAN soit ici la bienvenue. Ce qui me renvoie, si vous voulez, à cette notion de sous-région de l'Arctique. Je vous remercie. Alors, à quel tour? Écoutez, j'aimerais vraiment insister maintenant sur le fait que ce que je vais dire, c'est mon opinion personnelle, hein, celle de Laurie Leffler, et en aucun cas d'une institution. Concernant l'OTAN, je pense que nous devons continuer à réfléchir à ce que nous pouvons faire en Arctique. Il y a les besoins des populations. Il y a des besoins en termes de sécurité climatique, changement climatique, sécurité alimentaire. Donc, le débat doit se poursuivre. Et je me souviens de ce que disait tout à l'heure Michel, qui disait que les scientifiques, eux, discutent les uns avec les autres. Alors, on n'en parle peut-être pas dans les journaux, mais c'est quelque chose qui doit continuer à se faire, ce dialogue. Et on revient à cette notion du smart power, du soft power et de la politique de sécurité. Et ce sont les voies qui doivent être utilisées. Nous devons absolument utiliser le Stevenson Center, le Marshall Center pour l'Europe et inviter les pays, inviter les spécialistes qui ne discutent pas nécessairement au sein de ces communautés à engager le dialogue, y compris les Russes, y compris le Centre Marshall. Donc, voir ces opportunités du soft power et voir avec nos autres alliés, les pays partenaires comme le Canada, comment nous pouvons éviter les points conflictuels de nos relations et travailler donc avec les partenaires et les alliés. Catherine, Nathan, anything to add? Sure. So that's great. And I agree
with your perspective on using some of the soft power instruments that we have. I'm actually, though, what I was thinking was actually pushing the envelope a little bit further. And I think it gets to exactly Camilla's point about governance and what the governance regime is going to look like in the Arctic, 5 or 10 or 15 years from now. And I would suggest that we are living in an extraordinarily unique period of time historically. And whether you believe that the post-World War II institutions are under stress or crumbling, or some commentators have actually gone as far as to say they are dead, right? Whichever view you might hold, the world is changing. And to your point, Kyle, it may be that some of the traditional tools that we have are adequate for bringing Russia back into the fold, or re-engaging with regard to cooperation. But it also might be possible that we need a new governance structure, a new governance arrangement worldwide to deal with the issues that are emerging in the 21st century. And my thought is perhaps the Arctic could serve as the incubator, that creative space for that to happen, and for us to create that new, the new world order 0.2 or 0.3 or whatever you want to call it. So we may be able to use traditional tools, but I'm suggesting that perhaps we may need to create something new and different to manage the challenges. Thank you very much. That was great. That was really good. So I think we've got some great momentum going here as the part of this conference, and we're about to transition to have some lunch. Isn't that great? So I'd encourage all of the conference participants here in person to engage with the panelists, continue the discussion, let it go a little bit deeper, a little bit richer. We've established that it's not the official position of the US DoD. So feel free to challenge them and have a little bit more discussions. But please, all conference participants, join me in thanking all of our panelists from Denmark and here in person for their presentations.